Elle pensait qu'il n'était qu'un vieux monsieur silencieux, trop pauvre pour se payer un transport. Chaque matin, en passant, elle s'arrêtait devant lui et lui disait « Montez, papa, pas besoin de payer aujourd'hui. » Mais un matin, il ne se trouva pas à l'endroit habituel. Ce qui arriva ensuite allait bouleverser la vie de Shamaka à jamais. Qui était vraiment cet homme, et quel secret cachait-il depuis tout ce temps? Ceci est l'histoire vraie et bouleversante de Shamaka, une jeune conductrice de tricycle à Enugu, et du vieil homme que tout le monde ignorait. Il était une fois, dans les rues poussiéreuses et bruyantes d'Enugu, une jeune femme prénommée Shamaka. Elle n'avait que 26 ans, mais portait déjà sur ses épaules un fardeau digne d'une femme 2 fois plus âgée. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle se levait. Elle balayait l'entrée du petit immeuble, faisait chauffer de l'eau, puis vérifiait le moteur de son vieux tricycle. Cette machine fatiguée représentait sa seule source de revenus, son gagne-pain. La peinture jaune s'était écaillée par endroits, les sièges étaient durs comme de la pierre, le volant grinçait bizarrement et le moteur toussait comme un vieillard asthmatique. Mais tant qu'il roulait, cela suffisait. Shamaka nouait fermement son foulard brun, enfilait son vieux jean noir et marchait vers son véhicule comme un soldat partant en guerre. À l'intérieur de leur minuscule appartement d'une pièce, son petit frère Sainto dormait encore, étendu sur un simple tapis. Le plafond était fendu, les murs tachés par l'eau de pluie. Pas de ventilateur, pas de télévision, juste un matelas usé, un réchaud au charbon et des rêves. Mais Shamaka ne se plaignait jamais. Elle savait que les larmes ne remplissent pas les marmites. Jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, elle conduisait. Même malade de la malaria, elle continuait. Même insultée par des clients, elle souriait. À 6 heures précises, elle mettait le moteur en marche. Après quelques éternuements du tricycle, il finissait par démarrer. « Merci Seigneur », murmurait-elle en appuyant sur l'accélérateur. Elle se rendait toujours à Kokan Junction, son point de départ habituel. Les passants étaient déjà nombreux. Certains pressés d'aller au marché, d'autres en route vers leur bureau, d'autres encore traînaient sans but. Shamaka embarquait ses premiers passagers et la journée commençait. Le travail avançait. Déposer, prendre, rendre la monnaie. La vie était rude, mais elle avançait. Puis, un matin, quelque chose d'étrange se produisit. Vers 7 heures, de retour à Cojection, Shamaka aperçut, sous le vieux manguier, un vieil homme. Son allure l'intrigua. Sa chemise poussiéreuse était trop grande pour lui. Son pantalon délavé pendait sur ses jambes maigres, une de ses sandales était déchirée. Dans sa main tremblante, il serrait un petit sac en plastique noir, du genre qu'on utilise pour transporter des tomates. Ses yeux creusés, fatigués, semblaient trahir des jours sans repas. Shamaka gara son tricycle un peu plus loin et l'observa. Les passants l'ignoraient, certains le regardaient même avec dégoût. Une femme lança avec mépris. Voilà encore un qui fait semblant, juste pour qu'on le prenne en pitié. Mais le vieil homme ne mendiait pas. Il ne tendait pas la main, il restait debout, immobile, comme perdu dans ses pensées. Shamaka s'approcha un peu et l'appela doucement. « Papa, vous allez où ?» Il détourna d'abord le regard, comme s'il voulait éviter d'importuner qui que ce soit. Puis, d'une voix faible, il répondit « Au marché, mais je n'ai pas d'argent. » À l'arrière du tricycle, 2 femmes déjà installées avec leurs sacs de légumes fronçaient les sourcils. L'une d'elles protesta. « Je t'en prie, ne prends pas de mendiant avec nous. Il est peut-être fou, qui sait. » Shamaka les ignora. Elle regarda de nouveau le vieil homme et dit « Montez, papa, pas besoin de payer. » Il écarquilla les yeux, surpris. « Vraiment ? » ?»« Oui. Papa, vite, avant que quelqu'un ne prenne la place. » Il acquiesça lentement et monta, s'asseyant dans un coin, serrant son sac contre lui. Les 2 femmes soupirèrent bruyamment, mais se turent. Shamaka remit le moteur en marche. Tout en conduisant, elle observait le vieil homme à travers le rétroviseur. Il fixait le paysage d'un air lointain, comme si c'était la dernière fois qu'il regardait le monde. Quand il arrivait au marché, elle s'arrêta, se tourna vers lui. « Papa, nous sommes arrivés. » Le vieil homme hocha doucement la tête. « Merci, ma fille, » dit-il d'une voix faible. « Pas de problème, » répondit-elle avec un sourire. Il descendit lentement du tricycle et s'éloigna, son sac à la main. Ce jour-là, Shamaka n'y pensa pas plus que ça. Pour elle, ce n'était qu'un vieil homme pauvre de plus, un simple geste de bonté. Après tout, qu'était son air à comparer à la dignité d'un être humain? Mais le lendemain, il était de nouveau là, toujours au même endroit, avec le même sac en plastique, les mêmes yeux fatigués. Shamaka le fit monter, sans poser de questions. Jour après jour, il réapparaissait sous le manguier, et jour après jour, elle l'emmenait, sans rien demander en retour.
Les passagers s'impatientaient. Certains la critiquaient, d'autres se moquaient d'elle. Un collègue conducteur lui lança en riant. « Tu as transformé ton tricycle en maison de charité. Hein ?» Shamaka éclata de rire. « Un jour, qui sait, quelqu'un me portera gratuitement aussi. » On se moquait d'elle, on la traitait de naïve, de trop sensible. Mais elle continuait. Elle avait fini par lui donner un surnom, Oncle J. Lui parlait à peine. Il se contentait de dire « merci » avant de descendre et de s'éloigner. Mais derrière ce silence, il y avait autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. Bientôt, tout allait changer. Shamaka elle-même ignorait pourquoi elle continuait à le prendre chaque jour. Peut-être était-ce son regard. Il ne la voyait pas avec pitié, mais avec une étrange fierté, une forme de respect silencieux. Il ne lui demandait jamais rien. Il ne suppliait personne. Chaque matin, il attendait simplement, vêtu de la même chemise élimée, tenant son éternel sac noir. Pendant 11 jours, elle le transporta ainsi. 11 matins d'un simple geste. « Montez, papa, pas de paiement. » Et toujours la même réponse, un hochement de tête et un « merci ». Mais au 12e jour, les choses prirent une tournure différente. Quand Shamaka arriva au carrefour ce matin-là, elle le vit sous le manguier, comme d'habitude. Mais il n'était pas seul. 2 garçons le bousculaient, ricanant, essayant d'arracher son sac. « Vieux, donne-nous ce qu'il y a dedans, ou bien tu marches aujourd'hui. » Lança l'un d'eux en éclatant de rire. « Tu te prends pour qui a resté planté comme un grand monsieur ?» cria l'autre. Oncle J restait muet, les yeux baissés. Shamaka freina brusquement et cria. « Eh, laissez-le tranquille. » Les 2 garçons se retournèrent, surpris. « Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire ?» lança l'un d'eux. Elle descendit du tricycle, serrant sa clé dans la main comme une arme. J'ai dit, laissez-le. Les voyous soufflèrent, puis s'éloignèrent en maugréant. Le vieil homme, lui, ne bougea pas, figé comme une statue, les yeux fixés au sol. Shamaka s'approcha et posa doucement une main sur son bras. « Papa, ne faites pas attention à eux. Vous allez au marché ?» Il acquiesça. « Oui, ma fille. » Elle sourit. « Alors allons-y. » Pendant qu'il roulait dans les rues, Shamaka sentit une question grandir dans son cœur. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi revenait-il chaque jour? Pourquoi ne mendiait-il jamais? Il n'avait pas l'air fou. Sa voix était lente mais claire. Ses yeux restaient stables, sans la lueur perdue de ceux qui délirent. Non, il n'était pas comme les autres mendiants. Avant qu'il ne descende ce jour-là, Shamaka se risqua enfin à demander « Papa, où allez-vous chaque matin ?» Il garda le silence un moment, puis répondit doucement « Pour regarder. »« Regarder » répéta-t-elle, étonnée. Il hocha la tête. « Oui, juste m'asseoir et regarder. » Shamaka fronça les sourcils, sans comprendre, mais elle n'osa pas poser d'autres questions. Plus tard, ce même après-midi, alors qu'elle discutait avec Mama Goazi, une vieille vendeuse de bananes grillées, elle parla de l'homme mystérieux. « Tu veux dire ce vieux silencieux qui attend toujours sous le manguier ?» demanda la vieille femme. Shamaka acquiesça. Mama Goazi s'interrompit dans sa découpe, déposa lentement son couteau et la fixa. « Ce vieil homme est étrange. Il se tient là depuis des mois, bien avant que tu ne commences à le transporter. »« Des mois ?» s'étonna Shamaka. La vieille hocha la tête. « Parfois, il disparaît une semaine, puis il revient. Certains disent qu'il est fou, d'autres qu'il est prophète. »« Prophète ?» répéta Shamaka, interloqué. « Oui, » affirma Mama Goazi en reprenant sa coupe. Une femme raconte qu'après lui avoir donné de l'eau, son enfant malade s'est remis à marcher. Une autre jure que son commerce a prospéré après lui avoir offert de la nourriture. Shamaka resta silencieuse, troublée. Mais avec moi, il ne dit jamais rien. Il se contente de s'asseoir tranquillement. La vieille la fixa d'un regard perçant. « Peut-être as-tu déjà été choisie, ma fille ?» Shamaka éclata d'un rire gêné. « Maman, vous parlez comme si c'était un conte. » Mais Mama Goazi secoua lentement la tête. « Ma fille, fais attention. Tout le monde dans la rue n'est pas ordinaire. Parfois, le pauvre à qui tu donnes à manger n'est pas là pour mendier, mais pour éprouver ton cœur. » Cette nuit-là, allongé sur son lit, Shamaka ne trouva pas le sommeil. Les paroles de la vieille femme résonnaient sans fin dans son esprit. Le pauvre à qui tu donnes peut-être à manger pourrait bien être en train d'éprouver ton cœur. Cette phrase résonnait encore dans l'esprit de Shamaka lorsqu'elle se tourna sur le côté et regarda son petit frère Santo, endormi à ses côtés. Elle repensa à leur vie, les épreuves, la pauvreté, l'absence totale de parents ou d'aide. Juste 2 enfants livrés à eux-mêmes, survivant jour après jour.
Et pourtant, malgré tout, elle trouvait encore la force d'ouvrir son cœur à plus démunis qu'elle. Peut-être que Mama Goazi avait raison. Peut-être que la vie elle-même était une épreuve. Peut-être aussi qu'oncle J n'était pas celui qu'elle croyait. Le lendemain matin, Shamaka se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle se sentait nerveuse, comme si quelque chose d'étrange allait arriver. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle le sentait dans tout son corps. À 6h30, elle atteignit le carrefour de Coconjection. Il était là, comme toujours. Mais ce jour-là, lorsqu'il monta dans le tricycle, il prononça quelque chose d'inattendu. « Shamaka !» Elle se figea. Elle ne lui avait jamais dit son nom. « Papa, comment connaissez-vous mon nom ?» Il esquissa un sourire. « J'entends des choses. »« Quelles choses ?» demanda-t-elle, troublée. Il ne répondit pas. Les autres passagers montèrent et Shamaka démarra, mais ses mains tremblaient sur le volant. « Qui est cet homme ?» pensa-t-elle. « Comment connaît-il mon nom? Que voulait-il dire par « j'entends des choses » Arrivé à son arrêt habituel, il descendit lentement. Mais cette fois, ses yeux n'avaient plus la fatigue habituelle. Ils étaient calmes, pénétrants. « Merci, » dit-il comme toujours. Puis il ajouta, « Très bientôt, tu comprendras. » Et il s'éloigna. Shamaka resta immobile, la main sur la clé de contact, le cœur battant à tout rompre. Ce fut la première fois qu'elle ressentit autre chose que de la compassion ou de l'inquiétude. Pour la première fois, elle eut peur. Le lendemain, elle se réveilla avant même le chant du coq. L'air était lourd, comme si une tempête se préparait. Elle s'assit au bord de son mince matelas, écoutant le silence. Même les coqs n'avaient pas encore chanté. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller son frère, qui avait un examen ce jour-là. Elle fit chauffer de l'eau, réchauffa les restes de haricots et enfila son vieux jean noir et son foulard rouge. Son corps agissait mécaniquement, mais son esprit était ailleurs. Cela faisait déjà 3 semaines qu'elle transportait oncle J, chaque jour, sans exception. Mais les mots de la veille, son regard étrange et ce murmure mystérieux, « Très bientôt, tu comprendras », tournaient sans cesse dans sa tête, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Elle secoua ses pensées, sortit et mit le moteur en marche. Comme toujours, le tricycle toussa bruyamment avant de démarrer. « Seigneur, accompagne-moi aujourd'hui », pria-t-elle à voix basse. Elle roula jusqu'au carrefour. Mais à son arrivée, à 6h45, il n'était pas là. Elle fronça les sourcils. Peut-être était-il en retard. Elle attendit jusqu'à 7h. Rien. Elle fit quelques tours, prit des passagers, puis revint. Toujours rien. Son cœur se serra, mais elle tenta de se rassurer. Peut-être qu'il est malade. Mais à midi, son inquiétude s'était transformée en angoisse. Après avoir déposé son dernier client, elle retourna sous le manguier. Elle descendit et interrogea la vendeuse de maïs rôti. « Excusez-moi, avez-vous vu le vieux monsieur qui se tient toujours ici, silencieux ?» La femme leva les yeux. « Lui? Non, je ne l'ai pas vu depuis hier. » Le cœur de Shamaka fit un bond. Elle traversa la route et questionna le vendeur de journaux. « Vous avez vu l'homme âgé qui attend d'habitude sous cet arbre, avec un petit sac noir? Je le transporte chaque matin. » L'homme réfléchit puis répondit. « Ah, lui, oui, je vois qui c'est. Mais non, pas vu aujourd'hui. » Shamaka remonta dans son tricycle, la tête lourde, les mains glacées. Quelque chose était arrivé. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement, elle alla jusqu'au marché où elle déposait toujours le vieil homme. Elle gara son tricycle et marcha d'étal en étal. « Excusez-moi, connaissez-vous un vieux monsieur qui vient souvent ici, toujours vêtu d'une vieille chemise, avec un petit sac à la main ?» La vendeuse de tomates secoua la tête. « Non, jamais entendu parler. » Elle demanda encore à 5 personnes. Personne ne semblait le connaître. Épuisé, Shamaka s'assit sur les marches d'une église. Ses jambes tremblaient. Sa poitrine pesait comme du plomb. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Ce n'est pas un fantôme, » se dit-elle. Alors où est-il? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle ne mangea pas. Elle resta assise dans l'obscurité, serrant contre le foulard qu'elle lui avait donné un jour de pluie. Il portait encore une odeur indéfinissable, un mélange de poussière, de savon et d'autres choses. « Ma sœur, ça va ?» demanda Seto. Elle força un sourire. « Oui, je suis juste fatiguée. » Mais en vérité, elle était terrifiée. 2 jours passaient encore sans le moindre signe, donc Shamaka conduisait avec un œil sur la route et l'autre sur le manguier, espérant à chaque instant le voir apparaître. Mais l'arbre restait vide. Pas de vieil homme, pas de sac noir, pas de « merci ». Elle tenta de se convaincre. Peut-être qu'il avait voyagé, peut-être qu'il avait une famille quelque part. Mais son cœur refusait de l'admettre.
Un soir, alors qu'elle garait son tricycle près de la maison, une voisine l'interpella. « Shamaka, tu transportes un vieux monsieur chaque matin, non ?» Elle se retourna vivement. « Oui, vous le connaissez ?» La femme haussa les épaules. « Non, je l'ai juste aperçu quelquefois. Mais fais attention, ma sœur. On dit qu'il y a beaucoup d'esprits qui se déguisent parmi les hommes. » Shamaka força un sourire, mais les mots restèrent gravés dans son esprit toute la nuit. Le troisième jour, elle retourna encore au carrefour. L'arbre se dressait, immobile. Mais le banc en face, là où il s'asseyait parfois après être descendu, restait vide, désespérément vide. Cet après-midi-là, Shamaka resta assise sous le manguier pendant 1 heure entière. Son tricycle était éteint, ses bras croisés et son regard fixé sur la rue comme si elle attendait un signe. Les passants défilaient sans la remarquer, mais au fond d'elle, elle se brisait. « Où es-tu, oncle Jay? Es-tu mort? As-tu eu un accident? Ou bien quelqu'un t'a-t-il enlevé ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. Soudain, un petit garçon en uniforme scolaire accourut vers elle. « Tante, tante, c'est toi qui conduis le cake jaune ?» cria-t-il. « Oui, c'est moi, » répondit Shamaka rapidement. Le garçon lui tendit une enveloppe brune. « Un homme m'a dit de te donner ça. Il a dit que tu comprendrais. » Les mains de Shamaka tremblèrent. « Quel homme? Où est-il » Le garçon pointa derrière lui. Il était juste là, mais quand je me suis retourné, il avait disparu. Elle regarda autour d'elle. La route était vide. Ses yeux revinrent sur l'enveloppe, sans nom, sans logo, seulement un papier brun. Elle l'ouvrit lentement et découvrit une feuille blanche. Il n'y avait que 7 mots. « Viens à l'hôtel Monarch, chambre 204, 17 heures. » Shamaka fixa le message. L'hôtel Monarch, l'un des plus grands hôtels d'Enidu. Ses jambes se mirent à trembler. Elle replia la feuille contre sa poitrine et murmura. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Son cœur battait à tout rompre. Le soleil brûlait, mais elle avait froid. Elle relut encore et encore les mots. Pourquoi l'hôtel Monarch? Pourquoi la chambre 204? Qui m'a envoyé ce message? Elle regarda sa montre. Il lui restait exactement 3 heures et 17 minutes. Devait-elle y aller? Et si c'était un piège? Et si quelque chose de grave l'attendait? Elle remit la clé dans le cake et rentra lentement chez elle. Arrivée dans la cour, elle ne rentra même pas dans sa chambre. Elle s'assit sur un banc, perdue dans ses pensées. « Chaka, tu ne travailles pas aujourd'hui ?» demanda Mama Gata en sortant avec une bassine d'eau. Shamaka esquissa un sourire forcé. « Je me repose un peu. Maman !» La vieille femme s'assit près d'elle et aperçut le papier dans ses mains. « C'est quoi, ça ?» Shamaka plia rapidement la feuille. Rien, juste un bout de papier. Mais Mama Gata avait l'œil vif. Ce n'est pas une lettre de la police ou une plainte d'un client. Shamaka rit faiblement. « Non, rien de tout ça. » La femme se leva en secouant la tête. « Depuis hier, ton visage a changé. On dirait que tu portes un fardeau. Quoi que ce soit, prie d'abord. Ne laisse pas la peur t'envahir. » Shamaka resta seule. Elle déplia de nouveau le papier. À 15h15, elle se plaça devant son armoire en bois et choisit ses plus beaux vêtements, une longue jupe marron et un chemisier vert clair. Elle prit le temps de brosser ses cheveux et de nettoyer ses sandales. Son cake étant trop sale pour l'endroit où elle se rendait, elle décida de prendre un tricycle de passage. À 15h35, elle ferma la porte de sa modeste chambre d'un murmure. « Seigneur, accompagne-moi. » Sur la route, elle héla un conducteur. « Hôtel Monarch » dit-elle doucement. Le chauffeur se retourna, surpris. « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ce n'est pas un endroit pour les pauvres. » Elle sourit nerveusement. « J'ai juste quelque chose à récupérer. Conduis-moi, s'il te plaît. » À 15h48, les portes de l'hôtel Monarch apparurent. Le bâtiment était immense, étincelant, avec ses vitres qui reflétaient le soleil, son entrée carrelée de blanc, ses portes dorées et ses gardes imposants. « Bonjour, madame. Comment pouvons-nous vous aider ?» demanda l'un d'eux. Shamaka déglutit, sortit le papier et le tendit. Le garde le lut, leva les yeux et parut surpris. « C'est vous ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. » Il fit signe à un autre agent. « Conduis-la à l'intérieur. » Un homme en costume noir, grand et sévère, sortit des portes vitrées. « Suivez-moi, madame, » dit-il d'une voix grave. Shamaka le suivit. L'air du hall sentait les fleurs et la richesse. Le sol brillait comme de la glace. Une musique douce résonnait. Son cœur battait plus fort que ses pas. Elle regardait autour d'elle, des gens élégants, des uniformes impeccables, de grosses valises. Elle se sentait déplacée,
mais continua à marcher. Ils atteignirent un ascenseur. Elle n'en avait jamais pris auparavant. Les portes s'ouvrirent dans un souffle. « Chambre 204 » dit l'homme en appuyant sur le bouton. La cabine s'ébranla. Shamaka perdit presque l'équilibre. « Jésus » murmura-t-elle. L'homme esquissa un léger sourire. Les portes s'ouvrirent silencieusement. « Tout droit, au bout du couloir » indiqua-t-il, pointant une longue allée recouverte d'un tapis rouge. Shamaka avança, pas après pas, le cœur serré. Ses paumes étaient moites, ses jambes tremblaient, et ses yeux scrutaient chaque porte du couloir. Enfin, elle s'arrêta devant la chambre 204. Elle jeta un dernier regard en arrière. L'homme en costume avait disparu. Elle se retrouva seule, face à la porte. Sa main hésita sur la poignée. Elle frappa doucement. Toc, toc. Elle frappa encore. « J'arrive » répondit une voix calme, familière. Shamaka poussa lentement la porte et se figea. Sa bouche resta grande ouverte. Assis dans un fauteuil en cuir, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon marron, se tenait oncle Jay. Mais il n'avait plus rien du vieil homme qu'elle connaissait. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage lisse et soigné, ses mains propres et fortes. La petite besace noire avait disparu. « Shaka » dit-il doucement. « Oncle J » Sa voix se brisa. Il hocha la tête. « Oui, ma fille. » Elle avança prudemment, incertaine de rêver. La porte se referma derrière elle. Son regard balaya la chambre, un grand lit, une lumière tamisée, une moquette propre, des verres de cristal. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit » demanda-t-elle. Il sourit. « Assieds-toi, je vais t'expliquer. » Elle s'installa lentement au bord d'une chaise. « C'est vraiment toi » murmura-t-elle. « Oui, mais je ne suis pas celui que tu crois. » Le cœur de Shamaka battait si fort qu'elle serrait les accoudoirs. « Alors, qui es-tu » Le silence de la chambre devint assourdissant, comme si le temps s'était arrêté pour lui laisser digérer la nouvelle. Elle cligna des yeux, incapable de parler. « Un milliardaire » Oui, confirma-t-il en souriant. « Je possède plusieurs entreprises à travers le Nigeria. Je construis des écoles, je gère des lignes de transport, j'investis dans des hôpitaux. Mais je vis dans l'ombre. » Shamaka secoua la tête, troublé. « Mais ton apparence, tes habits en lambeaux, ce sac en plastique. » Il hocha la tête. Tout cela était volontaire. Pendant des semaines, je me suis déguisé, j'ai attendu sous cet arbre. J'observais les gens. Je voulais voir quelque chose. « Voir quoi » demanda-t-elle. « La vraie bonté. » Il poursuivit. « Trop de fois, j'ai été déçu. Quand tu parais riche, tout le monde te salue, te sourit, te flatte. Mais dès qu'il pense que tu es pauvre, tu n'es plus rien. » Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Shamaka, les moqueries des passants, les insultes des clients, les soupirs des passagers qu'elle obligeait à se pousser pour laisser une place à ce vieil homme. « Alors, vous me testiez » souffla-t-elle. Il acquiesça lentement. « Pas seulement toi, beaucoup d'autres aussi. Certains m'ont ignoré, d'autres se sont moqués. Un homme m'a même éclaboussé avec son cake. » Il se pencha vers elle, son regard intense. « Mais toi, tu m'as vu. Tu as arrêté ton tricycle. Tu m'as fait de la place. Tu m'as laissé monter. Tu ne m'as jamais rien demandé. » Les larmes montèrent aux yeux de Shamaka. « Mais je ne l'ai pas fait pour ce que vous possédiez. »« Je sais, » répondit-il doucement. « C'est pour ça que je t'ai choisi. » Un silence chargé tomba. Le vent effleurait doucement la fenêtre. « Mais pourquoi maintenant » osa-t-elle demander. Le ton de Chief Jérémia devint grave. « Parce que le moment est venu. »« Le moment de quoi » Il inspira profondément. « Shamaka, je dois te révéler quelque chose que je n'ai dit à personne depuis des années. » Elle se pencha, le cœur battant. « Autrefois, j'ai été trahi, enlevé par des gens en qui j'avais confiance. Ils ont pris mon argent, essayé de détruire ma vie, m'ont laissé pour mort. J'ai survécu, mais depuis ce jour, je n'ai plus fait confiance à personne. Même après avoir reconstruit ma fortune, je me suis caché. J'ai évité les caméras, voyagé en secret, engagé des hommes pour paraître à ma place. Seules quelques personnes connaissent ma véritable identité. » Shamaka porta la main à sa poitrine. « L'an dernier, j'ai décidé de faire quelque chose d'étrange. » Continua-t-il. « Marcher dans la rue, non pas comme un riche, mais comme un mendiant, pour voir si la bonté existait encore. » Il sourit. « Et je l'ai trouvé. Parce que je t'ai trouvé, toi. » Les larmes coulèrent sur le visage de Shamaka. « Mais je n'ai rien. Je vis dans une chambre qui fuit quand il pleut. J'ai seulement un petit frère. Je conduis un cake chaque jour.
Et c'est cela qui rend ton cœur beau, répondit-il. Tu as donné alors que tu n'avais presque rien. Tu m'as partagé ton siège, tu as pris des risques pour moi, tu m'as même donné ton foulard sous la pluie. Elle eut un petit rire entre ses sanglots. Je me souviens, c'était le seul propre que j'avais. Il rit doucement. C'est ça, la vraie beauté de ton cœur. Tu as rappelé au monde que les bonnes personnes existent encore. Il sortit un petit sac en cuir de sous la table. Shamaka retint son souffle. Il l'ouvrit, sortit un dossier et dit calmement « Je t'ai fait venir ici pour te bénir. » Il posa devant elle un premier document. « Voici un titre de propriété. Tu es désormais propriétaire d'un tricycle neuf offert par Inozo Motor. » Shamaka porta la main à sa bouche. « Jésus, murmura-t-elle. Il sortit un deuxième document. « Et voici une bourse d'études complète pour ton petit frère. Du secondaire jusqu'à l'université, tout payé. » Shamaka éclata en sanglots. Elle se pencha, la tête enfouie dans ses genoux. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, » répondit Shiv Jeremiah avec douceur. « Tes actes ont déjà parlé pour toi. » Puis il ajouta, d'une voix grave, « Mais ce n'est pas tout. » Elle leva lentement les yeux. « Saka, tu n'as pas seulement été gentille. Tu as été courageuse. Tu te souviens du jour où ces garçons m'ont insulté près du manguier ?» Elle hocha la tête. « Oui, je leur ai dit d'arrêter. » Il soupira, le regard lointain. « Ce que tu ne sais pas, c'est que 2 de mes ennemis m'observaient ce jour-là. Ils me recherchaient encore. Ils m'ont suivi un jour, dit-il, et ont presque découvert qui j'étais. Tu veux dire que tu étais en danger ce jour-là ?» Il hocha la tête. « Oui, mais ta hardiesse les a déstabilisés. Quand tu as crié sur ces garçons, ils se sont écartés. Ils ont cru que tu étais l'un de mes gardes du corps déguisé. » Shamaka cligna des yeux, bouleversé. « Mais je voulais juste te défendre. Et en faisant cela, tu m'as sauvé. À présent, c'est à mon tour. » Il se leva lentement. Elle fit de même, encore hésitante. Il marcha vers la porte et dit doucement, « Suis-moi, j'ai quelque chose d'autre à te montrer. Le véritable cadeau. » Sans un mot de plus, il ouvrit la porte. 2 hommes en costume les attendaient. Un SUV noir, moteur allumé, stationnait devant l'hôtel. Shiv Jeremiah se tourna vers elle avec un sourire. « Es-tu prête ?» Shamaka inspira profondément et acquiesça, sans savoir que ce qu'elle allait découvrir allait bouleverser sa vie. Ils s'avancèrent. Un garde du corps ouvrit la portière. « Monte, Shamaka, » dit-il avec douceur. Elle entra prudemment, s'assit à côté de lui, les mains serrant son pagne. Le cuir souple du siège dégageait une odeur de luxe. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda-t-elle à voix basse. « Découvrir la seconde partie de ta récompense, » répondit-il calmement. Le véhicule démarra. Shamaka regarda par la vitre. Elle vit défiler sa rue, sa petite cour au portail rouillé, son ancienne vie qui s'éloignait. Elle mordit sa lèvre et baissa les yeux. Après une demi-heure de route, ils entrèrent dans un quartier propre et moderne. Les routes étaient neuves, les maisons peintes, les lampadaires dressés comme des soldats. Puis, le SUV pénétra dans une vaste enceinte. Shamaka écarquilla les yeux. Un immense bâtiment de verre, de marbre et de dorure se dressait devant elle. Dans le jardin, les fleurs étaient taillées à la perfection. Un panneau lumineux brillait. Elle le lut à voix haute. Shamaka Transport & Logistique Speed Wizard. Elle porta une main à sa bouche. « C'est une blague ?»« Non, » répondit-il avec tendresse. « C'est à toi. »« Ah, à moi ?» répéta-t-elle, tremblante. « Oui, une entreprise enregistrée à ton nom, avec 5 tricycles neufs, 3 chauffeurs déjà embauchés, des uniformes, un bureau, un compte carburant, une ligne clientèle, un site Internet. » Ses jambes fléchirent. Elle retomba sur le siège, en larmes. « Mais je ne sais pas gérer une entreprise. » Il sortit un document d'une mallette. « Voici ton plan de mentorat sur 3 mois. Mon équipe t'apprendra la gestion, la relation client, la maîtrise des finances, le leadership. Tu ne seras pas seul. » Ils descendirent. Les portes du bâtiment s'ouvrirent automatiquement. À l'intérieur, l'air frais, les lumières dorées, et derrière l'accueil, un panneau. « Bienvenue, Madame Shamaka, CEO. » Elle éclata en sanglots. Une femme en tailleur s'avança. « Bonsoir, Madame. Je suis votre assistante de direction. Je vais vous accompagner. » Shamaka tremblait. Elle se tourna vers Jeremiah. « Pourquoi moi ? Parce que tu m'as donné de la dignité quand je n'en avais plus, dit-il. Tu m'as traité comme un être humain. C'est rare. C'est de l'or. » Ils montèrent à l'étage. Sur une porte vitrée, elle lut.
Shamaka Managing Director. Dans son bureau flambant neuf, Jérémia lui remit un petit carnet bleu. « Je l'ai trouvé dans ton tricycle, dit-il. » Elle l'ouvrit. C'était son journal secret de rêve. Monter ma propre société de transport, envoyer Sainto à l'école, ouvrir une école de conduite gratuite pour les femmes. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Tu as lu ça? »« Oui. Et j'ai su quel était ton cœur. Maintenant, tu peux transformer tes rêves en projets. » Elle s'approcha de la fenêtre. En bas, 5 tricycles flambants neufs portaient son logo. Les chauffeurs en uniforme l'attendaient. « Est-ce que je pourrais encore conduire mon propre tricycle ?» demanda-t-elle timidement. Il rit doucement. « Bien sûr, mais désormais, comme patronne. » Ce soir-là, de retour chez elle, elle montra à son frère la lettre de bourse et les documents. Ils rirent, pleurèrent, prièrent. « Ma sœur, comment est-ce arrivé ?» demanda Sainto. « Par pure gentillesse, répondit-elle. » 3 mois plus tard, Shamaka dirigeait déjà cette véhicule. À 27 ans, sa vie avait changé plus qu'en 10 années. Elle vivait désormais dans un bel appartement offert par Jérémia. Son frère portait à nouveau un uniforme scolaire. Le jour où il l'enfila pour la première fois, il lui dit en s'agenouillant « Un jour, je t'achèterai une voiture aussi. » Shamaka le serra en pleurant. Ses employés l'appelaient « Madame Chi », mais elle restait simple. Ce n'était pas seulement son histoire. C'était une preuve, on ne perd jamais à donner de bon cœur. Shamaka n'était qu'une conductrice de tricycle au départ, mais son acte de bonté avait ouvert les portes d'une vie nouvelle. Alors, la prochaine fois que tu peux aider quelqu'un, fais-le, pas pour ce que tu pourrais recevoir en retour, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Parfois, c'est suffisant pour que le ciel s'ouvre à ton avantage.